Après 13 ans à trimer et à économiser chaque centime, j'ai enfin acheté ma première maison. Et ma récompense? Une assignation à comparaître de la part de mes propres parents, affirmant que je leur devais 350 000 €. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans, et mes propres parents m'ont poursuivi en justice pour avoir acheté une maison. Avant de vous raconter comment un enregistrement secret que j'ai fait dans mon propre salon a fait voler en éclats tous leurs stratagèmes devant un juge, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Bon, imaginez ça, pendant 13 ans de ma vie depuis mes 21 ans, chaque décision que j'ai prise tournait autour d'une seule chose, économiser de l'argent. Je n'économisais pas pour une voiture de luxe ou des vacances exotiques, j'économisais pour une maison, un endroit à moi, une fondation. J'ai fait tous les boulots imaginables, livreur de pizza, plongeur, équipe de nuit pour remplir les rayons, tout ce que vous voulez, je l'ai probablement fait. J'ai financé mes études dans un IUT, puis une formation intensive en développement, et j'ai finalement décroché un emploi décent en cybersécurité. Pendant 8 ans dans ce domaine, j'ai vécu en colocation, conduit une Renault déglinguée qui avait plus de kilomètres au compteur qu'une navette spatiale, et préparé mon propre déjeuner chaque jour. Chaque euro économisé allait sur un seul compte, le fonds pour la maison. Il y a 2 mois, c'est finalement arrivé, j'ai finalisé l'achat de ma première maison, une modeste maison de 3 chambres dans un quartier calme, rien d'extraordinaire, mais elle avait un petit jardin et un garage que je rêvais de transformer en atelier. Au moment où l'agent immobilier m'a remis les clés, je jure que ma main tremblait. J'ai parcouru les pièces vides, l'odeur de peinture fraîche emplissant mes poumons. C'était l'odeur de la victoire, de l'indépendance. C'était le moment le plus fier de ma vie. Je l'avais fait, tout seul. Ce sentiment a duré exactement 48 heures. Puis la lettre recommandée est arrivée. J'ai failli la jeter sur le comptoir avec le courrier publicitaire, mais l'aspect officiel de l'enveloppe m'a arrêté. Je l'ai déchiré, le front plissé par la confusion. À l'intérieur, du papier juridique épais. Mes yeux ont parcouru le jargon jusqu'à ce qu'il tombe sur les noms, demandeurs, ma mère et mon père, défendeurs, moi, Alexandre Martin. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ça devait être une erreur, une horrible et cruelle blague. Mais à mesure que je continuais à lire, les mots se sont brouillés en un cauchemar. Ils me poursuivaient en justice. Ils me poursuivaient pour la maison, ma maison. Et puis j'ai vu le chiffre, le montant qu'ils prétendaient que je leur devais pour les frais de mon éducation, 350 000 €. Les clés dans ma poche m'ont soudain semblé peser une tonne. Je me suis effondré sur le sol de mon salon vide et flambant neuf, les papiers juridiques éparpillés autour de moi. L'odeur de peinture n'était plus celle de la victoire, c'était l'odeur d'un piège qui se refermait. J'ai regardé à nouveau le chiffre, ce chiffre impossible, absurde. Ce n'était pas juste un chiffre, c'était le prix qu'ils avaient mis sur tous les efforts de ma vie, une facture pour leur affection. Et tandis que j'étais assis là, une seule question froide résonnait dans la maison silencieuse, pourquoi? Pour comprendre le pourquoi, il faut comprendre ma famille, et pour comprendre ma famille, il faut comprendre mon jeune frère, Michel. Michel est ce qu'on appellerait l'enfant chéri. Il a 2 ans de moins que moi, mais dans notre famille, il a toujours eu des années-lumière d'avance. Il était le soleil, et j'étais juste un fantôme gravitant autour de lui, occasionnellement utile pour bloquer un courant d'air. Tout venait facilement à Michel, principalement parce que tout lui était servi sur un plateau d'argent. Je me souviens de mon 16e anniversaire comme si c'était hier. Mon cadeau de la part de mes parents fut un sermon sur la nécessité de trouver un travail pour payer ma propre assurance auto. J'ai commencé à livrer des pizzas ce week-end-là. Pour le 16e anniversaire de Michel, il y avait une Peugeot toute neuve garée dans l'allée avec un énorme nœud rouge dessus. Mes parents rayonnaient, leur visage illuminé d'une fierté qu'ils ne semblaient jamais avoir pour moi. Un jeune homme a besoin d'une voiture fiable, avait annoncé mon père aux membres de la famille réunis. Je me tenais au fond, l'odeur de graisse de pizza encore accrochée à mes vêtements, me sentant invisible. Quelques années plus tard, je commençais à l'IUT de Lille. J'ai payé chaque crédit moi-même, travaillant 30 heures par semaine comme plongeur dans une brasserie. Mon emploi du temps était brutal, cours de 8 heures à midi, travail de 13 heures à 21 heures, puis devoir jusqu'à ce que je m'écroule de fatigue. Je me souviens d'une nuit, assis sous le bourdonnement fluorescent de la bibliothèque ouverte 24h24, les yeux brûlants, essayant de bachoter pour un examen de calcul. J'ai sorti mon téléphone pour une courte pause et j'ai vu la dernière publication de Michel sur les réseaux sociaux. C'était une photo de lui souriant,
levant un verre de vin devant le Colisée à Rome. La légende disait « Je me découvre en Europe. Merci maman et papa pour cette incroyable opportunité d'études à l'étranger. » Mes parents avaient payé l'intégralité de ces 4 années d'études universitaires privées, y compris le semestre en Europe et, plus tard, un master en histoire de l'art. Un diplôme d'histoire de l'art qu'il n'a jamais utilisé. Quand j'avais prudemment demandé s'il pouvait m'aider, même avec un petit prêt pour une formation intensive en développement qui me garantirait une vraie carrière, ma mère avait soupiré de façon théâtrale. « Oh Alexandre, avait-elle dit, la voix dégoulinant de pitié, nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent à jeter par les fenêtres. Tu sais combien les études de Michel coûtent cher. Tu es si doué pour être indépendant, nous sommes fiers de toi pour ça. » C'était une cage parfaite. Il louait mon indépendance tout en s'assurant activement que je n'avais pas d'autre choix. Après l'arrivée des papiers du procès, j'avais l'impression de me noyer. Pendant 2 jours, j'ai juste erré dans ma nouvelle maison vide, hébété. Je n'ai pas déballé mes affaires, je n'ai pas dormi, j'ai juste existé. La personne à qui je devais parler n'était pas un avocat, pas encore. C'était la seule personne qui m'avait jamais vraiment vu pour qui j'étais, David. David et moi travaillions ensemble dans la firme de cybersécurité. Il avait environ 10 ans de plus que moi, un type vif et pragmatique qui avait été avocat d'affaires dans une vie antérieure avant de faire un burn-out et de passer à la tech. Il trouvait la logique prévisible du code plus réconfortante que la logique capricieuse des gens. Nous étions des amis de travail, déjeunant ensemble la plupart du temps, nous plaignant des correctifs de serveurs et du mauvais café. Je l'ai appelé un jeudi matin, la voix rauque. « Salut mec, t'as une minute ? Tu as une sale voix, Alexandre. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de conseils. » Le genre de conseil d'ancien avocat. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans un snack miteux près du bureau. J'ai fait glisser les papiers juridiques sur la table collante. David a mis ses lunettes de lecture, son expression passant de la curiosité désinvolte à l'incrédulité, puis à une colère rentrée et silencieuse en mon nom. Il a lu chaque mot, son sandwich oublié. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris, » dit-il finalement, repoussant les papiers vers moi. Ils prétendent que tu leur dois de l'argent pour les frais d'éducation des enfants et ils veulent que le tribunal te force à céder ta maison à ton frère et à continuer de payer l'hypothèque pendant 2 ans. J'ai juste hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. C'est prédateur. C'est juridiquement sans fondement. Un juge va balayer ça d'un revers de main, dit-il. Puis il se pencha en avant. Mais Alexandre, sans fondement ne veut pas dire inoffensif. Ça va coûter cher. Ça va être moche. C'est une déclaration de guerre. Je sais, ai-je murmuré. Que veulent-ils vraiment ? La maison, dis-je, ma voix se brisant enfin. Mon père m'a appelé 2 jours après la signature. Il ne m'a pas félicité. Il n'a pas demandé à visiter. Il l'a juste exigé. Le souvenir était gravé dans ma mémoire. J'étais dans la cuisine, en train de prévoir où mettre le frigo, quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Alexandre » avait-il dit, sa voix étrangement formelle. Pas de bonjour, pas de comment ça va. « Salut papa. Tu ne vas pas croire cet endroit, c'est... » « J'ai besoin que tu fasses ce qu'il faut, » m'interrompit-il. « Ton frère a besoin de cette maison. » Je me suis figé. « De quoi tu parles ? » Michel a des difficultés, fiston. Il a toutes ses dettes d'étudiant. Il ne peut pas se permettre un endroit décent. Il a besoin de stabilité. Un homme a besoin d'une fondation. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Une fondation, papa ? Je viens de passer 13 ans à construire la mienne. C'est ma fondation. Ne sois pas égoïste, lança-t-il sèchement. C'est facile pour toi. Tu es doué avec l'argent. Tu peux juste en acheter une autre. C'est pour ton frère, pour la famille. Mon nom est sur l'acte de propriété, papa. J'ai économisé la compte. Je paie l'hypothèque. C'est ma maison. Je ne lui avais jamais parlé comme ça avant. Ma voix était ferme, mais mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Il y eut un silence froid à l'autre bout du fil. Puis sa voix baissa, devenant venimeuse. Tu regretteras ça, Alexandre. La famille est censée passer en premier. Il a raccroché. 2 jours plus tard, l'assignation atterrissait sur mon paillasson. David écouta toute l'histoire, son expression sombre.
Donc, ils essaient de te faire honte publiquement pour que tu abandonnes la seule chose que tu aies jamais eue pour toi, afin qu'ils puissent la donner au fils qu'ils ont financé toute sa vie. À peu près ça, dis-je en poussant un bout de laitue errant dans mon assiette. Ok, dit David, sa voix passant en mode résolution de problème. D'abord, tu as besoin d'un avocat. Un bon. Un vrai requin. Il coûte cher, David. Très cher. Tout mon argent est dans cette maison. Je sais, mais tu ne peux pas te battre seul contre ça. Et si je le faisais? L'idée était folle, et elle est sortie de ma bouche avant que je puisse l'arrêter. Et si je me représentais moi-même? Qui connaît mieux l'histoire que moi? Qui a toutes les preuves? J'ai chaque relevé bancaire, chaque fiche de paie, chaque email où j'ai demandé de l'aide et où ils ont dit non. Tout est là. J'ai tapoté ma tempe. Et ici. J'ai montré la mallette usée que j'utilisais pour le travail. David me fixa longuement. Je m'attendais à ce qu'il me dise que j'étais un idiot, mais au lieu de cela, il me fit un lent hochement de tête pensif. Tu es un analyste en cybersécurité, Alexandre. Tu trouves des vulnérabilités. Tu suis des pistes de données. Tu documentes tout. Peut-être que tu peux le faire. Mais tu dois être 10 fois plus intelligent et 100 fois mieux préparé qu'eux. Il marqua une pause. Et si tu le fais, je t'aiderai. Je serai ton assistant juridique officieux, non officiel. On va les coincer. Pour la première fois depuis des jours, une minuscule lueur traversa le brouillard. Je n'étais plus un fantôme. J'avais un allié. La pensée était si nouvelle, si étrangère, qu'elle m'a presque fait pleurer, là, dans le snack. Je me suis redressé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé David. Ok, dis-je, la voix ferme. Faisons-le. Le retour au bureau fut différent. Le poids sur mes épaules était toujours là, mais il ne m'écrasait plus. Il semblait gérable. Mais je savais que ce n'était que le début. David avait raison. Mes parents avaient déclaré la guerre, et je n'avais aucune idée à quel point ils étaient prêts à se battre salement. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de paperasse et de nuits blanches. La plainte officielle arriva par coursier, une épaisse pile de pages remplies d'accusations qui semblaient décrire un étranger. Tout était là, noir sur blanc. La réclamation de 350 000 €, calculée avec une absurdité glaçante. Ils avaient détaillé mon enfance, appareil dentaire, 5 000 €, colonie de vacances en 2002, 800 €, une part au prorata de chaque paiement d'hypothèque, chaque facture d'électricité, chaque course pendant 18 ans. C'était une facture pour ma propre existence. Je me suis assis à ma nouvelle table de salle à manger vide, étalant les documents. C'était clinique, c'était brutal. J'ai senti une vague de nausée. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il piller notre passé commun pour en faire des munitions? Mon premier réflexe fut d'appeler ma mère, de crier, de pleurer, de lui demander comment la femme qui m'avait appris à faire du vélo pouvait maintenant essayer de ruiner ma vie. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne de ma famille qui m'avait toujours semblé être un havre de paix, mon grand-père. Mon grand-père, le père de mon père, était un charpentier à la retraite, un homme de peu de mots et aux mains fortes et calleuses. Il sentait la sueur de bois et la force tranquille. Il décrocha à la deuxième sonnerie. Papy, dis-je, la voix tendue. Alexandre? Tu as l'air fatigué, fiston. J'ai pris une inspiration tremblante et je lui ai tout raconté. Je lui ai lu les chiffres, les accusations. J'attendais qu'il exprime son choc, ou peut-être qu'il me dise que je comprenais mal quelque chose. Mais il resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était lourde, empreinte d'une lassitude qui dépassait son âge. Je suis désolé, Alexandre. Je suis tellement désolé, dit-il. Ton père, il ne réfléchit pas bien. Et ta mère attise le feu. Je ne comprends pas, papy. Comment peuvent-ils être si cruels? Autre pause. Ce n'est pas seulement eux, dit-il, et mon sang se glaça. Ta grand-mère et moi avons reçu un appel hier de ta tante Carole. Tante Carole. La sœur cadette de mon père. Elle avait toujours été compliquée, excessivement douce en face, me pinçant toujours la joue un peu trop fort, mais je la surprenais souvent à me regarder avec un étrange regard froid dans les yeux quand elle pensait que je ne regardais pas. Quoi à son sujet, demandai-je. C'est elle qui leur a mis toute cette idée en tête, dit mon grand-père, la voix empreinte de dégoût.
C'est elle qui a trouvé l'avocat. C'est elle qui paie. Le monde bascula sur son axe. Quoi? Pourquoi ferait-elle ça? La jalousie, Alexandre. Un poison. Elle a toujours eu l'impression que ton père avait eu la meilleure part dans la vie. Elle voit ton succès, ton indépendance, et elle en ressent du ressentiment. Elle te voit, elle le voit lui, et elle nourrit les pires instincts de tes parents, leur disant qu'on leur doit quelque chose, qu'ils sont des victimes. C'était une trahison à un tout autre niveau. Ce n'était plus seulement mes parents et leur obsession pour Michel. C'était une conspiration, une attaque coordonnée. Alors que cette nouvelle réalité commençait à s'installer, les choses empirèrent. Michel, mon frère chéri, lança sa propre offensive sur les réseaux sociaux. Ça commença par une photo de lui devant ma maison, un sourire suffisant aux lèvres. La légende, je jette un œil aux nouvelles installations familiales. De grandes choses à venir. Puis vinrent les publications inspirantes, des photos de lui regardant mélancoliquement au loin avec des légendes comme, parfois, les personnes qui travaillent le plus dur doivent compter sur leur famille pour leur donner la stabilité qu'elles méritent. Il ne me mentionna jamais par mon nom, mais il n'en avait pas besoin. La section des commentaires se remplit d'un mélange d'amis confus et de parents flagorneurs. Tellement fier de toi Michou, tu mérites tout. J'ai senti une onde publique brûlante m'envahir. Il paradait son sentiment de droit aux yeux du monde, me peignant comme le méchant d'une histoire que je n'avais jamais demandé à vivre. Les appels téléphoniques commencèrent peu après. Oncles, cousins, amis de la famille. La plupart appelaient pour me faire la leçon. Tes parents sont de bonnes personnes, Alexandre. La famille, c'est tout ce que tu as. Michel a besoin de ton aide. Ils avaient tous entendu l'histoire soigneusement élaborée et unilatérale de mes parents. J'étais le fils égoïste, accumulant mon succès pendant que mon pauvre frère méritant luttait. J'ai passé une soirée à bloquer des numéros, mon pouce tapant sur l'écran avec une précision rageuse. Je me sentais complètement seul, une île dans une mer d'hostilité. Au moment où j'allais éteindre mon téléphone pour la nuit, il sonna de nouveau. Un numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, dis-je, la voix plate et fatiguée. Alexandre? C'est mamie. Mon cœur fit un bond. Mes grands-parents étaient restés silencieux pendant tout ce temps. J'avais supposé le pire. Mamie? Ton grand-père et moi, nous sommes de ton côté, chérie, dit-elle, sa voix chaude et claire. Nous savons combien tu as travaillé dur. Nous savons ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est mal. Je pouvais entendre mon grand-père en arrière-plan. Dis-lui que nous sommes fiers de lui, dit-il, sa voix bourrue mais indubitable. J'ai appuyé ma tête contre le mur frais de la cuisine et j'ai fermé les yeux. Des larmes que je ne savais pas retenir commencèrent à couler sur mon visage. Ce n'était pas seulement leur soutien, c'était une validation. C'était une encre dans la tempête. Puis mon grand-père prit le téléphone. Écoute-moi, Alexandre, dit-il, la voix ferme. J'ai déjà vu ce genre de favoritisme empoisonner une famille. J'ai vu ce que ça a fait. Je n'ai pas parlé à l'époque. Je ne referai pas cette erreur. Tu te bats contre ça. Tu m'entends? Tu te bats. Ces mots me frappèrent avec la force d'un coup physique. J'ai déjà vu ça. Il y avait une histoire ici, un courant plus profond, plus sombre, que je n'avais jamais connu. Il ne s'agissait plus seulement de moi et de Michel. Il s'agissait de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui devait être brisé. Après avoir raccroché, je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai regardé les piles de preuves que j'avais collectées, les relevés bancaires montrant mes économies, les fiches de paie de mes emplois d'adolescent, les emails où mes parents avaient explicitement déclaré qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes études. Tout était là, une piste de données parfaite et indéniable de ma vie. J'ai pensé à engager un avocat, à confier mon histoire à un étranger et à le laisser se battre pour moi. Mais les mots de mon grand-père résonnaient dans ma tête. Tu te bats. Ce n'était plus seulement une affaire juridique. C'était ma vie, mon histoire, et j'étais le seul à pouvoir la raconter. J'ai appelé David. Je n'engage pas d'avocat, dis-je, la voix ferme et claire. Alexandre? Commença-t-il, une note de prudence dans la voix. Je le fais moi-même, David. Je dois le faire. Ils ont transformé ma vie en histoire. Je vais être celui qui en écrira la fin. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil.
Je pouvais presque l'entendre peser les risques, l'audace pure de la chose. Ok, général, dit-il finalement, une pointe d'admiration dans la voix. Allons gagner une guerre. Les semaines précédant la date du procès furent les plus intenses de ma vie. Ma maison devint un quartier général. David venait la plupart des soirs après le travail. Nous commandions des pizzas bon marché où l'ironie ne m'échappait pas et étalions ma vie sur le sol de la salle à manger. Mes preuves n'étaient plus seulement une pile de papier, elles devinrent un récit structuré. Nous avons tout organisé dans des classeurs avec des onglets de couleur, indépendance financière, soutien parental à Michel, demande d'aide refusée, achat de la maison. David, avec ses vieux instincts d'avocat, était impitoyable. Cette fiche de paie de la pizzeria du coin, c'est bien, disait-il en encerclant la date. Ça montre que tu travaillais à 17 ans. Mais ce qui est mieux, c'est le relevé bancaire du même mois montrant un dépôt du montant exact, et une autre ligne indiquant que tu as payé ta propre assurance auto. Nous relions les points. Nous rendons ça indéniable. Il m'apprit à penser comme un avocat. Sois concis. Tiens-t'en aux faits. Laisse les preuves parler d'elles-mêmes. Ne deviens pas émotif. Cette dernière partie était la plus difficile. Chaque morceau de papier contenait un souvenir, une piqûre d'injustice. Mais j'ai appris à le refouler, à canaliser la colère en une préparation froide et rigoureuse. Environ une semaine avant l'audience initiale, j'ai reçu un email. Il venait de l'avocat de mes parents. En pièce jointe, une offre de règlement formel. Mon cœur battait la chamade en l'ouvrant. C'était d'une arrogance à couper le souffle. L'offre était la suivante, si j'acceptais de céder volontairement la maison à Michel, mes parents accepteraient généreusement d'abandonner le procès pour les 350 000 €. C'était présenté comme un acte de miséricorde, une chance pour moi de réparer les choses avec la famille avant que ça ne devienne moche au tribunal. Je l'ai transmise à David. Sa réponse fut instantanée. Supprime-la. Ne réponds même pas. C'est une tactique d'intimidation. Ils essaient de voir si tu vas céder. C'est aussi un piège. Répondre de quelque manière que ce soit, même pour dire non, peut être déformé plus tard. Ignore-la. Mais l'offre fit autre chose. Elle me donna une idée. Une idée risquée, dangereuse. Ils essaient de m'intimider, dis-je à David au téléphone ce soir-là. Ils pensent que j'ai peur. Et si j'utilisais ça à mon avantage? À quoi penses-tu, Alexandre, demanda-t-il, la voix prudente. Ils veulent parler. Parlons, dis-je. Je vais les appeler. Je vais leur dire que je veux discuter de l'offre. Je vais demander une dernière réunion, juste moi et eux, chez moi, pour en discuter avant que les avocats ne s'impliquent encore plus. Alexandre, c'est un champ de mine. Ils vont juste l'utiliser pour te manipuler. Je sais, dis-je, la voix basse. C'est exactement ce sur quoi je compte. Ce fut l'appel téléphonique le plus effrayant que j'ai jamais eu à passer. J'ai composé le numéro de ma mère, ma main tremblant si légèrement que j'ai dû la stabiliser sur la table. Elle répondit, sa voix froide et distante. Que veux-tu, Alexandre? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai reçu l'offre de votre avocat, dis-je, gardant ma voix aussi neutre que possible. Je pense que nous devrions parler. Juste nous. Ici, à la maison. Avant que ça n'aille plus loin. Je pouvais l'entendre chuchoter à mon père en arrière-plan. Puis elle revint au téléphone, une note de triomphe dans la voix. Bien. Nous serons là demain à 19 h. Le lendemain soir, j'ai préparé la scène. J'ai disposé une assiette de biscuits sur la table basse, une pathétique tentative de normalité. Je me suis assuré que mon téléphone était complètement chargé et j'ai téléchargé une simple application d'enregistrement vocal, une qui pouvait fonctionner en arrière-plan avec l'écran éteint. Dans ma région, il était légal d'enregistrer une conversation tant qu'une des parties y consentait. J'étais cette partie. Ce n'était pas un piège, c'était une assurance. Ils arrivèrent pile à l'heure. Ils entrèrent dans ma maison sans s'essuyer les pieds. Ils ne regardèrent pas les nouveaux sols ni les murs fraîchement peints. Ils me regardèrent, leur visage un mélange de pitié et de résolution, comme des chirurgiens sur le point de pratiquer une amputation douloureuse mais nécessaire. Alexandre, commença mon père, s'asseyant sur le bord de mon nouveau canapé sans y être invité. Nous sommes heureux que tu aies repris tes esprits. Ça a été dur pour nous tous. Je n'ai repris aucun esprit, dis-je calmement.
Je voulais comprendre. Je voulais l'entendre de votre bouche. Pourquoi faites-vous ça? Ma mère soupira, le son d'une martyre. Nous faisons ça pour toi. Tu ne vois donc pas? Nous essayons de t'enseigner ce qu'est la famille. Michel est ton frère. Il en a besoin. Toi, tu t'es toujours bien débrouillé seul. Donc, parce que je me suis débrouillé seul, c'est moi qui dois tout abandonner? Ce n'est pas tout, tonna mon père, son visage devenant rouge. C'est une maison. Tu peux en avoir une autre. Il s'agit de ce qui est juste. Je me penchai en avant, mon cœur battant dans mes oreilles. Je gardai la voix basse, presque un murmure. Alors, le procès, les 350 000 euros, c'est tout réel? Vous pensez vraiment que je vous dois ça? Ma mère ricana, agitant la main avec dédain. Et puis elle dit les mots que j'attendais, les mots qui allaient tout changer. Oh, pour l'amour du ciel, Alexandre, ne sois pas si dramatique. Bien sûr que nous savons qu'un juge ne nous donnera pas vraiment la maison ni ne te fera payer ce montant ridicule. Notre avocat nous l'a dit. Je retins mon souffle. Mon pouce reposait sur le côté de mon téléphone, dans ma poche. Alors pourquoi, demandai-je, ma voix à peine audible. Pourquoi le faire? Elle me regarda droit dans les yeux, son expression froide et dure. Parce que c'est le seul moyen, dit-elle, sa voix baissant avec une clarté venimeuse. C'est un stratagème. C'est pour te mettre la pression, pour te faire faire ce qu'il faut et donner la maison à ton frère sans une grosse et vilaine dispute. C'est pour te faire comprendre ta place. Mon père hocha la tête en signe d'accord. Une humiliation publique est un petit prix à payer pour la loyauté familiale. Clic et je l'avais. Je sentis un étrange calme m'envahir. La colère, la blessure, tout était encore là, mais c'était maintenant enrobé de glace. J'avais ce dont j'avais besoin. Je me levai. Merci d'être venu, dis-je, ma voix dépourvue de toute émotion. Je pense que cette conversation est terminée. Ils me regardèrent, confus par mon renvoi soudain. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que leur campagne de pression fonctionnait. En sortant, ma mère me tapota le bras. Tu fais ce qu'il faut, chérie, murmura-t-elle. Je ne dis pas un mot. J'ai juste fermé la porte derrière eux, les verrouillé, et me suis appuyé contre elle, mon corps commençant enfin à trembler. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le petit fichier numérique. Ce n'était que quelques kilooctets de données, mais c'était l'arme la plus puissante que j'ai jamais possédée. Le jour de l'audience arriva par un matin froid et gris. J'entrai dans le tribunal de grande instance, ma mallette usée me semblant plus lourde que jamais. Elle ne contenait pas seulement des papiers, elle contenait ma vie des 16 dernières années. Je les vis de l'autre côté du hall, mes parents et Michel. Je faillis ne pas les reconnaître. Ils étaient vêtus de vêtements sombres et coûteux, clairement destinés à projeter une image de parents respectables et affligés, contraints à une terrible situation. Mon père portait un blazer rigide, ma mère une robe foncée avec un simple collier de perles. Michel portait un costume qui semblait une taille trop grande pour lui. C'était un costume, et un mauvais. Ils se blottissaient ensemble avec un homme en costume élégant et bien coupé, leur avocat. Ils me jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent rapidement le regard, une répétition de chagrin. David avait insisté pour venir. Il n'était pas autorisé à s'asseoir avec moi à la table du défendeur, mais il me serra fermement l'épaule avant de prendre place dans la galerie publique. Juste les faits, Alexandre, murmura-t-il. Tiens-toi au script. Tu gères. Nous fûmes tous appelés dans la salle d'audience. Elle était plus petite que je ne l'imaginais, tout en bois poli et d'une efficacité sévère. Une femme au visage aimable, que je supposais être la greffière, nous dit que la juge arriverait sous peu. Elle s'appelait la juge Evans. Je m'assis seul à ma table et arrangeai mes classeurs. Mes mains transpiraient, mais mon esprit était étonnamment clair. La peur était toujours là, mais la colère était une pierre froide et dure dans mon ventre, me donnant de la force. La juge Evans entra. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et intelligents, et une expression qui disait qu'elle avait tout vu et n'était pas impressionnée par grand-chose. L'audience commença. L'avocat de mes parents parla en premier. Il peignit un chef-d'œuvre de manipulation. Il parla de l'amour indéfectible de mes parents, de leur sacrifice. Il montra des photos de mon enfance, moi sur un tricycle, moi à une fête d'anniversaire. Ce sont les parents qui ont tout donné à ce jeune homme, dit-il, la voix chargée d'émotion.
Et maintenant, au moment où ils en ont besoin, avec un fils luttant sous le poids des dettes étudiantes, l'autre, un professionnel prospère, refuse d'aider. Il refuse de reconnaître la dette qu'il leur doit, pas seulement la dette financière, votre honneur, mais la dette morale. Il présenta leur facture, la liste détaillée des coups de mon enfance. La juge Evans la regarda, son expression indéchiffrable. Il appela ensuite Michel à la barre comme témoin de moralité. Michel parla d'une voix douce et répétée de ses difficultés en tant qu'artiste indépendant et créateur de contenu numérique, de la façon dont l'instabilité affectait sa santé mentale et de son désir unique d'un foyer stable pour créer. C'était une bonne performance. Je pouvais sentir les yeux des quelques personnes dans la galerie sur moi, pleins de jugement. Puis ce fut mon tour. Monsieur Martin, dit la juge Evans, son regard se fixant sur moi. Vous vous représentez vous-même? Oui, votre honneur, dis-je, ma voix plus claire que prévu. La parole est à vous. Je me levai et me dirigeai vers le pupitre. Je ne regardais pas mes parents. Je regardais directement la juge. Votre honneur, commençai-je, l'avocat des demandeurs a raconté une histoire très émouvante. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas vraie. Pendant les 20 minutes suivantes, je démontais leur récit pièce par pièce. Je n'utilisais pas l'émotion, j'utilisais les données. L'avocat a déclaré que mes parents m'avaient tout donné. La pièce A est mon relevé bancaire de juin 2008, montrant mon premier dépôt de mon premier emploi chez la pizzeria du coin. La pièce B est l'acte de vente d'une Renault Clio de 1996, que j'ai acheté moi-même pour 800 €. La pièce C est un enregistrement de chaque paiement de frais de scolarité que j'ai effectué à l'IUT de Lille. Je continuais, ma voix gagnant en confiance à chaque fait que je présentais, les emails où j'avais demandé un petit prêt pour ma formation en développement et qui m'avait été refusé en raison des dépenses liées au master de Michel, je présentais les documents de mon prêt immobilier, montrant un acompte de 20% économisé entièrement par moi-même sur mon propre salaire. La juge Evans écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes. La salle d'audience était silencieuse. L'avocat de mes parents commençait à avoir l'air mal à l'aise. Finalement, j'en eus fini avec ma présentation de preuves. Votre honneur, dis-je, je n'ai pas d'autres preuves à présenter pour le moment. Mais j'aimerais appeler ma mère à la barre pour interrogatoire. Un murmure parcourut la salle. Ma mère regarda son avocat, paniquée. Il lui chuchota quelque chose et elle se dirigea à contre-cœur vers la barre des témoins. Je m'approchai d'elle. Mon cœur battait la chamade, mais je gardai la voix ferme. Maman, dis-je, et le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Vous avez déclaré dans votre plainte que vous me poursuiviez pour récupérer les coûts de mon éducation. Est-ce exact? Oui, dit-elle en agrippant les perles à son cou. Nous voulons juste ce qui est juste. Et vous croyez que je vous dois cette maison? Nous croyons que Michel la mérite. Nous croyons que tu devrais faire ce qu'il faut pour ta famille. Elle commençait à ressembler à un disque rayé. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Maman, n'est-il pas vrai que tout ce procès, la réclamation de 350 000 €, la demande de la maison, ne vise pas réellement à obtenir ces choses? Son avocat sursauta. Objection. Suggestion au témoin. Maintenu, dit la juge. Reformulez, monsieur Martin. J'acquiesçai. Laissez-moi vous poser cette question alors. Le soir du 12 octobre, chez moi, avez-vous eu une conversation avec moi au sujet de ce procès? Elle s'agita sur son siège. Oui, nous sommes venus pour essayer de te raisonner. Et dans cette conversation, dis-je, ma voix baissant, avez-vous dit, et je choisis mes mots très soigneusement ici, que vous saviez qu'un juge ne vous accorderait pas réellement la maison ou l'argent? La panique brilla dans ses yeux, une panique pure et sans mélange. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas avoir admis que le procès était, et je cite, un stratagème pour me mettre la pression? Non. Je n'ai jamais dit ça. C'est un mensonge, s'écria-t-elle en regardant désespérément la juge. Je fis une pause, laissant son déni flotter dans la pièce au silence de mort. Je la regardai, puis mon père, dont le visage était devenu pâle. Je regardai Michel, qui fixait ses mains. Puis je me tournai vers la juge. Votre honneur, dis-je, ma voix résonnant avec clarté, j'ai un enregistrement de cette conversation. On aurait pu entendre une mouche voler. L'air fut aspiré de la pièce. Le visage de ma mère se décomposa.
Son avocat bondit de sa chaise, bégayant « Objection. Objection, votre honneur. » Obtenu de manière inappropriée. Mais la juge Evans ne le regardait pas. Ses yeux, aussi vifs que des éclats de verre, étaient fixés sur ma mère. Elle leva la main, faisant taire l'avocat. « Madame Martin, » dit la juge, sa voix dangereusement calme. « Je vais vous poser la question une dernière fois, et je vous conseille de vous rappeler que vous êtes sous serment. Avez-vous, oui ou non, dit à votre fils que ce procès était un stratagème ?» Ma mère fixa la juge, sa bravade disparut, remplacée par une peur brute. Les perles, la robe coûteuse, l'acte de mère éploré, tout fondit, laissant une petite femme acculée. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle regarda mon père pour de l'aide, mais il ne croisa pas son regard. Finalement, elle craqua. Un sanglot lui échappa et elle murmura « Oui ». Ce seul mot scella leur sort. La juge Evans se renversa sur sa chaise, un air de profond dégoût sur le visage. Elle regarda mes parents, puis leur avocat. « C'est l'un des abus les plus flagrants de la procédure judiciaire que j'ai jamais vu, dit-elle, sa voix comme de l'acier. Vous avez intenté une action en justice frivole et malveillante. Vous avez menti sous serment. Vous avez tenté d'utiliser ce tribunal comme un outil d'extorsion familiale. » Elle tourna son regard vers moi. « Monsieur Martin, vous vous êtes conduit avec plus d'intégrité et de professionnalisme que l'avocat présent dans cette salle. » Puis elle abattit son marteau. Le son résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Affaire classée avec préjudice, » tonna-t-elle. « Et je réfère cette affaire au Conseil de l'Ordre des avocats pour un examen de la conduite de l'avocat. Nous avons terminé ici. » C'était fini. J'avais gagné. Je restais là, mes mains agrippant le pupitre pour les empêcher de trembler. Je regardais ma famille. Leur visage était une toile d'humiliation pure et non filtrée. Ils avaient tout misé sur ma soumission, et ils avaient perdu de la manière la plus publique imaginable. À cet instant, ils n'étaient pas mes parents ni mon frère. Ils n'étaient que des étrangers de l'autre côté d'une guerre que je n'avais jamais voulu mener, mais que j'avais été forcé de gagner. Quitter le palais de justice, c'était comme sortir d'une cocotte-minute. L'air extérieur était froid et vif, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. David m'attendait sur les marches, un immense sourire aux lèvres. Il ne dit rien, il me serra juste dans une étreinte rude et me tapa dans le dos. « Tu l'as fait, espèce de fou furieux, dit-il en riant. Tu l'as vraiment fait. » La victoire était douce, mais je savais que ce n'était pas la fin. Des gens comme mes parents, ma tante et mon frère n'acceptent pas simplement la défaite. Ils s'obstinent. J'avais raison. Les retombées furent rapides et pathétiques. 2 jours après l'audience, tante Carole commença sa campagne. C'était une série de messages vocaux décousus et délirants. « Tu te crois si malin, n'est-ce pas ?» bafouilla l'un d'eux, clairement alimenté par du vin bon marché. « Tu as humilié ta propre mère. Tu as déchiré cette famille. Tu auras ce que tu mérites, Alexandre. Tu finiras seul. Tu verras. » L'approche de Michel fut plus publique. Il lança une cagnotte en ligne. Le titre était « Aidez-moi à reconstruire après une trahison familiale ». La photo était un selfie en noir et blanc de lui, l'air triste. L'histoire était une œuvre de fiction qui aurait fait rougir Shakespeare. Il prétendait que son frère aîné, financièrement puissant, avait utilisé des failles juridiques pour voler son héritage et détruire son avenir, le laissant au bord de la rue. Il demandait 50 000 €. Je sentis une montée de colère blanche, mais la voix de la raison de David la trancha. « Documente-le, dit-il calmement quand je l'appelais, furieux. Fais des captures d'écran de tout. Sauvegarde les messages vocaux. Ce n'est pas seulement pathétique, Alexandre. C'est du harcèlement. C'est de la diffamation. C'est exactement ce que nous fîmes. Nous compilâmes un nouveau classeur, les séquelles. Il était d'une épaisseur déprimante. Tante Carole passa des messages vocaux au passage en voiture devant ma maison à toute heure de la nuit, s'asseyant parfois simplement dans sa voiture de l'autre côté de la rue, me fixant. C'était effrayant. C'était conçu pour m'intimider, pour que je me sente en danger chez moi. Armé des nouvelles preuves, les captures d'écran de la cagnotte en ligne frauduleuse, les messages vocaux sauvegardés de ma tante, un journal de ses passages en voiture capturé par la nouvelle caméra de sécurité que j'avais installée où je retournais au palais de justice. Cette fois, je n'étais pas un défendeur, j'étais un requérant.
Obtenir l'ordonnance restrictive contre ma tante fut étonnamment simple. Les preuves étaient accablantes. Le juge, un autre cette fois, l'accorda sans hésitation. Carole avait légalement interdiction de me contacter ou de s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile ou de mon lieu de travail. La cagnotte en ligne fut retirée après que j'eus déposé un signalement pour fraude, avec un lien vers les archives du tribunal classant l'affaire de ma famille. Elle n'avait récolté que 75 €, principalement de quelques parents éloignés qui ne connaissaient pas la véritable histoire. La dernière pièce fut l'appel téléphonique. Il arriva environ une semaine après la signification de l'ordonnance restrictive. C'était mon père. Sa voix était différente cette fois. L'autorité tonitruante avait disparu, remplacée par un son tendu et sifflant. « Alexandre, dit-il, ta tante est hors d'elle. Tu as obtenu une ordonnance restrictive contre ta propre famille. » Je me tenais dans ma cuisine, regardant le petit jardin dont je commençais enfin à profiter. Je ne ressentais rien. La colère avait disparu, la blessure était une douleur sourde et lointaine. Tout ce qui restait était une étrange et triste clarté. Elle me harcelait, « Papa, dis-je, ma voix calme. Il y a des conséquences à cela. Il faut que ça cesse, plaida-t-il. Ça déchire tout le monde. Ta mère n'arrête pas de pleurer. Michel ne quitte plus sa chambre. Il ne s'agit plus de moi, dis-je, et les mots semblaient vrais et solides. Il s'agit de vous tous. C'est vous qui avez construit ça. Vous devez vivre avec. Que veux-tu de nous, Alexandre, demanda-t-il, la voix brisée. Que faudra-t-il pour arranger ça? J'y ai réfléchi un long moment. Que voulais-je? Des excuses? De l'argent? Une vengeance? Je réalisais avec un choc que je ne voulais rien de tout cela. Ce que je voulais, c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais me donner, le passé en retour. Une enfance différente. Une famille qui n'était pas brisée. Puisque c'était impossible, il n'y avait qu'une seule autre chose dont j'avais besoin, la paix. Je ne veux rien de vous, dis-je, ma voix calme mais ferme. Je veux juste que vous me laissiez tranquille. Ne m'appelez pas. Ne venez pas ici. Laissez-moi vivre ma vie. Celle que j'ai construite. Celle que vous avez essayé de me prendre. Mais nous sommes ta famille, murmura-t-il, une dernière tentative désespérée de s'accrocher à l'ancienne dynamique de pouvoir. J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps de fixer la dernière limite. Temps de couper le cordon pour de bon. Vous étiez ma famille, le corrigeai-je doucement. Mais vous avez cessé d'agir comme tel il y a longtemps. Ce n'est pas moi qui ai brisé cette famille, papa. Je suis juste celui qui a cessé de prétendre qu'elle n'était pas brisée. J'entendis une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Puis le silence. Je n'attendis pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de ma mère. Puis celui de Michel. C'était un sentiment étrange et libérateur. À chaque tapotement de l'écran, je construisais un mur. Pas un mur pour tenir le monde à l'écart, mais un mur pour empêcher la toxicité de revenir. Pour la première fois depuis l'arrivée de cette lettre recommandée, ma maison me semblait vraiment mienne. Semblait sûre. Semblait être un foyer. Les 6 mois suivants furent comme se réveiller d'un long rêve fiévreux. Le silence de ma famille fut assourdissant au début, puis devint progressivement paisible. C'était le son de ma propre vie, ininterrompu. La première chose que j'ai faite fut de remplir la maison de vie. Je suis allé au refuge local pour animaux et je suis rentré avec un cabot loufoque à une oreille nommé Brutus. Il avait été trouvé errant sur l'autoroute et il avait les yeux les plus reconnaissants que j'ai jamais vus. Sa présence transforma les pièces vides, le cliquetis de ses griffes sur le parquet devint la nouvelle bande sonore de ma maison. Puis je l'ai rempli de gens, mes gens. David et sa femme Sarah commencèrent à venir pour des soirées-jeux. Nous commandions à emporter, nous disputions sur des jeux de société et rions jusqu'à en avoir mal aux côtes. Mon petit cercle d'amis du travail devint mes vrais amis. Ma maison, autrefois symbole d'une bataille que j'avais dû mener, devint un sanctuaire, un lieu de chaleur et de rire. Mais le changement le plus significatif, la guérison la plus profonde, vint d'un endroit inattendu, mon grand-père. Il commença à venir tous les samedis. Il apportait un sac de courses, un garçon qui grandit a besoin de manger, plaisantait-il, même si j'avais 34 ans et nous passions l'après-midi dans mon garage. J'avais enfin commencé à construire l'atelier dont j'avais toujours rêvé.
Il m'enseignait le travail du bois. C'était un professeur patient. Il m'apprit à lire le grain d'un morceau de chêne, à sentir l'équilibre d'un rabot à main, à avoir la patience de poncer un morceau jusqu'à ce qu'il soit aussi lisse que du verre. Nous ne parlions pas beaucoup de ce qui s'était passé avec mes parents. Nous n'en avions pas besoin. Le travail silencieux, la création partagée, était sa propre forme de thérapie. Nous construisions des choses, nous ne les brisions pas. Un samedi, nous travaillions sur une petite étagère. Le soleil de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre du garage, illuminant la sueur en suspension comme de la poussière d'or. Tu sais, dit mon grand-père en passant la main sur un morceau de cerisier que nous venions de finir de poncer, tu me rappelles lui. Qui donc, papy, demandai-je en essuyant la sueur de mes mains. Mon frère, Daniel, dit-il doucement. Il parlait rarement de sa famille. Mon jeune frère. Il posa le bois et me regarda, ses yeux porteurs d'une histoire que je n'avais jamais entendue. Quand nous étions garçons, ma mère, ton arrière-grand-mère, elle ressemblait beaucoup à ton père. Elle avait un favori, et ce n'était pas Daniel. C'était moi. J'arrêtai ce que je faisais et j'écoutais, mon cœur soudainement immobile. J'étais l'enfant chéri, je suppose, dit-il avec un sourire triste. Tout ce que je faisais était parfait. Tout ce que Daniel faisait était mal. Je recevais les éloges, il recevait les corvées. Quand notre père est mort, elle s'est assurée que j'obtienne la part du lion de la ferme. Je me suis dit que c'était juste. Je me suis dit que je l'avais mérité. Daniel, il n'a jamais dit un mot contre ça. Il a juste fait un sac un jour et il est parti. Il a déménagé dans le Midi. Nous avons à peine parlé après ça. Il s'est construit une nouvelle vie, une bonne, mais il n'est jamais revenu. Il ramassa un morceau de papier de verre et le regarda, le regard lointain. J'étais jeune, j'étais arrogant, et j'étais silencieux. Je suis resté là à regarder ma mère repousser mon frère parce que cela me profitait. Et j'ai regretté ce silence chaque jour pendant les 50 dernières années. Il leva enfin les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées. Quand ton père a commencé à faire la même chose avec toi et Michel, j'ai vu ma mère en lui. Et j'ai vu mon frère en toi. Et je me suis vu dans mon propre passé, le garçon qui était trop faible et trop égoïste pour parler. Il tendit la main et posa une main lourde et réconfortante sur mon épaule. Je ne pouvais pas réparer ce que j'avais cassé à l'époque, mais j'ai juré devant Dieu que je ne resterais plus silencieux. Je ne regarderai pas l'histoire se répéter. Te soutenir, Alexandre, c'était la chose la plus importante que j'ai faite depuis très, très longtemps. Tu n'as pas seulement gagné une maison. Tu as brisé un cycle. Une malédiction qui courait dans cette famille depuis des générations. Tu n'as aucune idée à quel point je suis fier de toi. Je ne pouvais pas parler. Je restais juste là, l'odeur de bois de cerisier et de vieux regrets emplissant l'air. Et je compris tout. Son soutien indéfectible, sa fierté féroce, sa présence silencieuse, tout cela était un acte d'expiation. C'était sa façon de sauver le garçon qu'il n'avait pas pu sauver 50 ans plus tôt. C'était le plus grand cadeau qu'il aurait pu me faire. La guérison n'était pas linéaire, elle n'était pas parfaite. Un soir, quelques semaines après cette conversation, mon téléphone vibra. Un appel d'un numéro inconnu. J'hésitai, puis répondis. C'était ma mère. Sa voix était chargée de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient des larmes d'apitoiement sur soi-même. Alexandre, pleura-t-elle, tout est ruiné. Tout est cassé. J'attendis, ne disant rien. Ton père, il ne regarde même plus Michel de la même façon, sanglota-t-elle. Depuis ce jour au tribunal, il le regarde avec déception. Tu l'as empoisonné contre son propre fils. Tu as tout cassé. L'ancien Alexandre aurait ressenti une pointe de culpabilité. L'ancien Alexandre aurait essayé de réparer les choses, d'arrondir les angles, de prendre le blâme. Mais l'ancien Alexandre avait disparu. Il avait été poncé, raboté, et fini avec un nouveau vernis plus résistant. Je pris une inspiration, l'air dans mes poumons propres et stables. Non, maman, dis-je, ma voix calme mais aussi solide que l'établi en chêne que mon grand-père et moi avions construit. C'est vous qui l'avez cassé. C'était cassé depuis longtemps. Je marquai une pause, laissant les mots s'imprégner. J'ai juste allumé les lumières. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste libre. La dernière entrave venait de rouiller et de tomber à mes pieds.
Le cycle était bel et bien brisé. Cela fait plus d'1 an maintenant depuis ce jour au tribunal. Ma vie est calme, et j'ai appris que le calme est une belle chose. Ce n'est pas le calme vide et solitaire d'avant. C'est un calme paisible et épanouissant, rempli des ronflements joyeux d'un chien à une oreille et de l'odeur persistante de sueur de bois. Mon atelier est mon sanctuaire. C'est là que je vais pour penser, pour créer, pour transformer des morceaux de bois brut et déchiquetés en quelque chose de lisse, d'utile et de beau. Mon grand-père vient tous les week-ends. Nous ne parlons plus beaucoup du passé. Nous parlons d'assemblage à queue d'aronde, du prix du bois et de savoir si Brutus a besoin d'un autre bain. La semaine dernière, nous avons terminé un projet sur lequel nous travaillions depuis des mois, une table de salle à manger solide, fabriquée à la main, assez grande pour accueillir 8 personnes. Nous nous sommes reculés, admirant notre travail. Le grain du bois coulait comme une rivière sous la finition. Elle était solide, elle était robuste, elle était construite pour durer. En passant la main sur la surface lisse, j'ai réalisé quelque chose. Construire une vie, c'est un peu comme travailler le bois. On commence avec la matière première qu'on nous donne. Certaines parties sont solides, d'autres sont faibles, certaines sont noueuses et tordues par de vieilles blessures. On ne peut pas changer la nature du bois, mais on peut choisir quoi en faire. Il faut être assez courageux pour couper les parties pourries, les morceaux qui sont faibles et toxiques. C'est un processus douloureux, il laisse des vides et des trous, mais c'est le seul moyen d'atteindre le grain sain et solide en dessous. Puis, avec patience et travail acharné, on ponce les bords rugueux, on assemble les bonnes pièces, on construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui peut nous soutenir. Ma famille, celle dans laquelle je suis né, a essayé de me dire que j'étais un morceau de bois de moindre valeur, bon seulement à étayer les parties plus précieuses. Ils ont essayé de prendre ce que j'avais construit et de le donner à quelqu'un d'autre. Mais ils avaient tort. Ma vraie famille, c'est celle que j'ai choisie. C'est un homme de 75 ans qui m'a appris la valeur du silence et le courage de parler. C'est un ex-avocat cynique qui m'a montré le sens de la loyauté. C'est un chien à une oreille qui me rappelle chaque jour qu'un passé brisé n'empêche pas un avenir heureux. Ce sont les amis qui se rassemblent autour de cette table, remplissant ma maison de rire. Ils sont ma fondation. Pas la maison, pas le bois, pas l'argent. Ça. La vie que j'ai construite, non pas à partir de rien, mais à partir des pièces solides récupérées d'un passé brisé. Et elle est plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû vous battre pour quelque chose que tout le monde vous disait d'abandonner? J'adorerais en entendre parler. Veuillez partager votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.